Depuis février 1916, c'est-à-dire le moment où se déclenche la bataille de Verdun, la ville est totalement évacuée de sa population civile. Elle est livrée aux militaires français qui l'occupent, mais elle est également sous le bombardement de l'artillerie allemande, de l'aviation allemande. Donc on peut se poser trois questions. Quel va être l'état de la ville en 1918 ? Quel va être l'état des destructions ? Deuxième question, on peut également s'interroger sur le rôle du conseil municipal. Le conseil municipal n'est pas à Verdun, il est réfugié à Paris, mais dès 1916, il s'interroge sur ce que sera le Verdun nouveau, le Verdun reconstruit. Et déjà, on trace des plans. Et enfin, troisième question, comment Verdun va prendre en compte son nouveau statut, ville symbole de la résistance française en 1916, Verdun qui acquiert à ce moment-là une dimension nationale et même internationale. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le champ de bataille de Verdun est un vaste paysage entièrement dévasté par la bataille. En effet, sous 3 à 4 mètres de profondeur se mêlent les restes des combattants qui n'ont pas été récupérés, des obus et des engins de guerre qui n'ont pas explosé, et un paysage complètement dénaturé. On est loin de ce paysage agricole, paisible, où plus de 3000 habitants de 9 villages habités, existaient avant la guerre. Très rapidement, l'État a décidé, en accord avec les populations et les propriétaires, de ne pas reconstruire et de définir cet espace en zone rouge. 3 raisons à cela. La première est d'ordre technique. Cela aurait été extrêmement compliqué de reconstruire avec justement des obus qui n'avaient encore pas explosé. La deuxième est d'ordre économique. Cela aurait été extrêmement coûteux de reconstruire comme avant 1914. La troisième est d'ordre moral. Les combattants n'auraient pas accepté que l'on reconstruise sur l'espace où ils avaient combattu et où certains de leurs camarades étaient encore enterrés. En 1919, l'État peut donc racheter ces différents terrains avec la définition et la délimitation d'une zone rouge inconstructible. En 1923, 2 espaces sont définis, l'un mémoriel où l'on va garder les différents ouvrages de fortification, l'autre dédié à la forêt. En 1927, l'ensemble des terrains ont été rachetés par l'État. 1929, le reboisement peut commencer. Et dans les années 1930, la gestion de cet espace est dédiée à l'Office national des forêts. On est aujourd'hui au moment où nous allons classer cette forêt en forêt d'exception et qui sera, on l'espère, au patrimoine mondial de l'humanité. Lorsque retentissent les clairons de l'armistice le 11 novembre 1918, la ligne de front alliée court d'une ligne qui part de Stenay jusqu'à Saint-Benoît-en-Wavre, en passant par Danvillers, par le Bois des Corps, par Besonvaux, par Fresnes-en-Wavre. À ce moment-là, les Allemands possèdent toujours à peu près 15% du département, avec 2 bourgades d'importance, Montmédy et Étain. Étain, bourgade totalement détruite par l'artillerie française pendant les 4 années de la lutte. Les lendemains de l'armistice, l'armée allemande évacue la partie du territoire qu'elle possédait encore, très vite talonnée par les troupes françaises et américaines qui prennent possession des dépôts de matériel et de munitions qui n'ont pas été dynamités par les Allemands avant de partir. Le département de la Meuse sort meurtri de l'épreuve, de ces 4 années de lutte. En effet, les dévastations les plus importantes se retrouvent sur le champ de bataille de Verdun, mais les dévastations sont aussi très lourdes, de l'Argonne jusqu'aux portes de Saint-Mihiel, en passant par Vauquois, en passant par la tranchée de Calonne, en passant par les Éparges. Là, des bourgades ruinées par les bombardements, les forêts dévastées, d'énormes entonnoirs de mines qui marquent à tout jamais le paysage rappellent la lutte. Des communautés villageoises se reconstituent aux portes des bourgades ruinées, autour de baraquements, autour de barricadriants fournis par l'intendance de l'armée française ou américaine. Pour les villages à proximité de l'arrière-front allemand, les camps de repos vont servir de gisement pour aller chercher des matériaux de reconstruction, pierres, madriers, toiles goudronnées. La reconstruction va être longue et difficile. Dans les mois qui suivent l'armistice, les terrains chargés d'accueillir les grandes nécropoles de regroupement sont choisis. Les premiers monuments provisoires sont construits,
en attendant les grands mémoriaux en pierre. Aux yeux des Français, Verdun, le champ de bataille de Verdun, représente incontestablement une sorte de résumé de l'ensemble de la guerre. C'est une victoire. Et qui plus est, c'est une victoire défensive, c'est-à-dire un lieu où les Français ont été attaqués et où ils ont résisté victorieusement. Donc, ce sentiment d'avoir été agressé et d'avoir emporté la victoire est fondamental dans la construction de la mémoire de Verdun. C'est un lieu aussi de deuil, de par, bien entendu, les pertes encourues par une majeure partie de l'armée française, notamment des divisions d'infanterie passées majoritairement par le champ de bataille. Ce qui fait qu'à la fin de la Grande Guerre, vont fleurir un nombre impressionnant de monuments commémoratifs érigés par les anciens combattants eux-mêmes, sans l'aval de l'État, comme si le champ de bataille leur appartenait et faisait partie de leur mémoire vive. Et cette spécificité de l'ancien champ de bataille de Verdun perdure jusqu'à nos jours et en fait un lieu symbolique exceptionnel. La guerre terminée, on rentre dans le cycle des commémorations, des hommages et le cycle mémoriel. Et là, progressivement, mais c'est un petit peu en parallèle de ce qui se passe dans la mémoire nationale, l'image de Verdun ou le souvenir de Verdun dans la mémoire militaire va évoluer. D'une part, mettre à l'honneur et rendre hommage aux exceptionnelles qualités de défenseur du poilu, le poilu qui s'enterre et qui meurt sur place plutôt que de reculer, qui ne cède pas un centimètre de terrain en endurant toutes les souffrances. Et puis on arrive dans les années 30, à Deuxième Guerre mondiale, et là tout bascule, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui est le dernier événement traumatisant, majeur, et qui domine tout le reste. Mais la mémoire de Verdun perdure, elle continue à exister. Elle va ressurgir dans les années 60, 70, 80. Et on en est aujourd'hui à une mémoire de Verdun, alors qui évidemment est beaucoup plus apaisée, et où ce que l'institution militaire aujourd'hui à la fois reconnaît et met en valeur, ce sont essentiellement les qualités individuelles du soldat. L'aptitude à la résistance, le don de soi, ce sont ces notions-là. Le sacrifice pour le pays, ce sont ces notions-là qui sont mises en valeur, avec une image qui a été diffusée en 2016 pour le centenaire, où on voyait un poilu en tenue bleu horizon et un soldat d'aujourd'hui avec son équipement félin, qui est l'équipement de l'infanterie française d'aujourd'hui, l'un et l'autre se serrant la main, le poilu disant... le soldat d'aujourd'hui disant au poilu « merci pour ce que vous avez fait » et le soldat d'hier disant au soldat d'aujourd'hui « merci de maintenir nos valeurs ». On est surtout dans le domaine de la formation morale et intellectuelle. La réouverture du mémorial le 21 février 2016 s'est effectuée sous les meilleurs auspices. Cette première saison a été tout à fait exceptionnelle. Elle témoigne de la position privilégiée dont bénéficie aujourd'hui Verdun. Avec le temps, Verdun devient le symbole de la Grande Guerre et le mémorial de Verdun le lieu de la mémoire partagée. Ce sont ces raisons principalement qui ont fait que, 1er janvier 2017, le mémorial s'est métamorphosé en établissement public de coopération culturelle. C'est la reconnaissance d'une notoriété par la collectivité nationale. La programmation culturelle que nous développons doit être à la mesure de ses ambitions, que ce soit dans ses conférences-débats, ses expositions temporaires, ses spectacles vivants, ses concerts, son cinéma. Tout doit être à la mesure de cette ambition. Le programme pédagogique, lui aussi, doit être à la mesure de cette ambition. Nous allons inscrire dans la durée ces cours en ligne. Ce MOOC, qui couvre la période 1917-1918 que vous venez de suivre, est la suite chronologique de la première session. Et nous avons la ferme intention de poursuivre compte tenu de l'intérêt que vous y portez. L'année 2018 va être consacrée essentiellement aux Américains. Nous étudions actuellement avec les États-Unis à la mise en place d'un certain nombre de manifestations, dont une exposition temporaire que nous montons avec le concours du musée de Kansas City. Le mémorial de Verdun a vocation à être la porte d'entrée du champ de bataille. L'établissement public de coopération culturelle dont il est le noyau central, lui a vocation à être le phare européen de la Grande Guerre. Sachez que nous allons nous donner les moyens d'atteindre cet objectif.